Georges Kuzmanovic, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Livre Noir. merci pour l'invitation. Comment aimeriez-vous que je vous présente ? Écoutez, je suis un homme de 49 ans, je suis marié, père de 3 enfants, et je suis engagé en politique parce que, assez jeune, j'étais confronté aux injustices de ce monde, que ce soit à l'international ou en France. Et voilà, je pense que c'est inacceptable et que ça doit être changé et qu'il faut trouver les moyens de vivre en commun en respectant la nation dans laquelle on est né. Sinon, j'ai été humanitaire, enseignant en université, un peu militaire. J'ai travaillé en entreprise et je suis analyste géopolitique de profession. Selon la tradition de l'émission, nous allons commencer par une citation, cette fois de François Ruffin. Je cite : « Jean-Luc Mélenchon veut la jeunesse progressiste et les quartiers populaires. En revanche, la France périphérique n'apparaît pas comme une priorité. » Que vous évoque cette citation ? Voilà, la citation est tout à fait juste. Elle n'est pas originale. C'est d'ailleurs une des choses qui m'a fait quitter la France insoumise. C'est le choix, et c'est tout à fait étonnant pour un Jean-Luc Mélenchon, mais c'est le choix en fait de la stratégie Terra Nova. On a perdu le peuple, la gauche, on a perdu le peuple de la France périphérique, le peuple populaire, le peuple ouvrier, petit employé, et les grandes cohortes de l'électorat de gauche. C'est pour ça que le volume global de l'électorat de gauche se rétrécit. Eh bien, ce sont une fraction des fonctionnaires, les jeunes intellectualisés, une partie des bourgeois bohèmes, les bobos, comme on les appelle, et c'est plutôt centre urbain, métropole, et non pas France ouvrière périphérique, qui, pour la grande partie d'entre eux, s'abstiennent, ou pour en partie sont allés au Rassemblement national, même si certains encore votent évidemment PCF et France Insoumise. Mais c'est une description assez judicieuse, juste, de l'évolution sociologique de ce qu'est la gauche en général, et malheureusement de la pente qu'a pris la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Ce qui n'était pas le cas en 2017. En 2017, il y avait il se voulait une incarnation populiste, au sens positif du terme, populiste de gauche, du peuple contre l'oligarchie, nous contre eux, 99 contre 1%, et avec une très forte focale sur les questions de souveraineté, de réindustrialisation et de France périphérique. Et d'ailleurs, on avait vu en 2017 un transfert de l'électorat, une partie de l'électorat populaire qui était partie chez Marine Le Pen, qui était revenue à la France insoumise grâce à ces efforts. Là, on voit le contraire, parce que derrière ce qui est présenté comme un grand succès, ce qui est un succès de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon, il y a un effondrement de la gauche. C'est 300 000 voix de moins qu'en 2017, et ce, après 5 ans d'Emmanuel Macron. Donc, François Ruffin a raison dans cette description. Vous l'aurez compris, durant cet entretien, nous allons évoquer Jean-Luc Mélenchon, le tournant islamo-gauchiste de la France insoumise, mais aussi... C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Mais aussi donc, l'évolution de la guerre en Ukraine. Donc, vous le disiez... Qui n'a aucun rapport avec l'islamo-gauchisme. Bien sûr. Je crois, hein. Pas sûr. Mais... C'est plutôt des nazis, là-bas. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. En 2017, vous étiez le porte-parole, enfin, certains nazis, pas tous, bien sûr. En 2017, vous étiez le porte-parole de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, vous dénoncez donc un tournant donc, assez radical vers donc, les classes, les minorités, vers donc, la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce que c'est un changement de stratégie ? Alors, c'est pas aujourd'hui que je le dénonce, c'était il y a plus de 4 ans, quand j'ai quitté la France insoumise. Je l'ai écrit clairement à l'époque dans une tribune de Marianne, pourquoi je quitte la France insoumise. Et donc maintenant, je fais autre chose que critiquer la France insoumise. Je préside le mouvement République souveraine, on participe aux élections et on tente de développer le concept de souverainisme social comme nouvelle ligne politique pour la France et pour les défis auxquels elle va faire face.
Et je vais peut-être vous surprendre, dans l'élection qui se profile, c'est-à-dire les législatives de dimanche prochain, moi je suis plutôt pour appeler à voter, à battre les candidats de Macron. Car lui, on est sûr qu'il va continuer à détruire la France, sa souveraineté et les services publics. Ça sera absolument, je pense, catastrophique avec un bon nombre de positions de la France insoumise sur toute une série de sujets. Je vais y revenir, je n'élude pas votre question. Mais au moins sur les questions sociales, strictement sociales, là, il n'a pas varié. Mélenchon défend toujours l'amélioration du niveau de vie des plus petits et la défense des services publics. Donc, au minimum, c'est déjà ça. Bon. Mais maintenant, j'ai quitté la France insoumise. Pour la première raison, c'est le rapport à la question européenne. Je m'en suis beaucoup occupé puisque j'étais porte-parole sur les questions internationales et de défense, et en même temps, j'étais secrétaire national du Parti de gauche sur ces mêmes questions, internationales et défense. Donc j'ai travaillé de nombreuses années, et en particulier au plan A, plan B, qui fut la très très grande idée de la France insoumise, et en particulier de Jean-Luc Mélenchon, qu'on a mis en œuvre. Et ça, c'était suite au mémorandum signé par Tsipras en juillet 2015, après qu'il ait trahi le peuple grec, qui avait voté, lui aussi par référendum, contre ce qui était imposé par la Troïka, à savoir la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI. Et il leur imposait une destruction du peuple grec, des services publics, de tout ce qui fait la Grèce, pour payer une dette qui n'a jamais été remboursée. Bon. Et à l'époque, le ministre de l'économie de Tsipras, un certain Varoufakis, je crois que vous connaissez, avait déclaré c'est difficile de négocier s'il n'y en a pas de plan B, d'où l'idée du plan B. Et en septembre 2015, on lance à la fête de l'UMA le projet du plan B en Europe. Et c'était donc Jean-Luc Mélenchon, Zoé Constantopoulou pour la Grèce, ex-Syriza, ex-présidente de la Vouli, c'est-à-dire du Parlement grec, Stefano Fassina. Alors je parle des deux parce que ce sont des amis qu'on est toujours très proches. Oscar Lafontaine, ami proche de Mélenchon, compagnon de Sarah Wagenknecht, avec laquelle il va créer le mouvement Aufstehen, et Varoufakis. Bon. Et ce sera une série de plans de sommets européens, à Paris, à Berlin, à Madrid, à Lisbonne, enfin différents endroits, où l'idée sera de discuter comment on fait pour ne plus obéir à la Commission européenne, comment on fait pour ne plus obéir à cette Union européenne-là, comment on fait pour quelque part en sortir, mais ensemble, pas en se refermant sur un groupe national, et puis comment techniquement on le fait. Donc c'était extrêmement intéressant, un gros travail, qui a amené la France insoumise à aller aux élections présidentielles en 2017, avec le programme qui s'appelle l'Avenir en commun, dont Jean-Luc Mélenchon avait écrit l'introduction. Et l'introduction, c'est vérifiable par n'importe qui, vous faites 3 clics sur Internet, et écrivait « Tout le programme qui vient est bel et bon, c'est super, mais ce qu'il faut d'abord, c'est se donner les moyens d'agir, avoir l'indépendance d'action. » Il appelait cela le nouvel indépendantisme, pour ne pas dire souveraineté, mais l'idée est la même. Et il faut donc se débarrasser des carcans maastrichtiens. Il faut un plan A, plan B. Résumé par cette Europe, on la change ou on la quitte. On n'en est plus là, vous l'aurez remarqué, puisque l'accord signé dans le cadre de l'ANUPS dit qu'il ne faut plus faire aucun changement, en tout cas ne pas sortir de l'Union européenne, ne pas trop la dénigrer, et on fera de la désobéissance, mais ce n'est pas très clair, enfin, cette sorte de bloubi-boulga. Pendant 40 ans avant, le PS parlait de changer l'Europe de l'intérieur. C'est juste c'est plutôt le PS qui a changé de l'intérieur, plutôt qu'il n'a changé l'Europe. Et donc c'est un abandon, c'est une cyprianisation de la ligne de l'avenir en commun. Et donc que je dénonçais en 2018, puisque je voyais que c'était en train de venir, qu'on ne faisait plus ce que l'on faisait avec les plans B. Et donc je suis sorti pour cette raison. D'autant plus que moi, personnellement, je m'étais engagé avec toute une série de partenaires européens de la France insoumise à dire on va dans cette voie-là. Et tout à coup, ça s'arrête. Et la nouvelle stratégie est devenue
l'hégémonie à gauche en France, ce que Jean-Luc Mélenchon a parfaitement réussi, vous l'aurez remarqué. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je l'ai évoqué quand j'ai quitté la France insoumise, c'est la tendance nouvelle d'aller vers les théories qu'on va appeler wokistes ou inspirées par la gauche américaine du Parti démocrate, ce qui implique un abandon de la laïcité. Mais je n'aurais pas imaginé en 2018 que ça aille aussi loin, entre autres avec la marche du 10 novembre 2019 contre l'islamophobie. Alors que le même Jean-Luc Mélenchon, quelques années avant, c'est-à-dire 4 années avant, on était à l'enterrement de Charb, son ami rédacteur en chef de Charlie Hebdo, où il avait fait un magnifique oraison funèbre, avait lui écrit contre les idiots utiles de l'islamophobie. Donc une vraie grosse évolution de la part de Jean-Luc Mélenchon et qui s'est aggravée dans ce domaine-là. Et puis la plus grande difficulté, parce que c'est cette nouvelle gauche-là, qui n'a rien à voir avec l'histoire et la tradition de la gauche ouvrière française, qui est très très loin de Robespierre, du Comité de salut public, de Jaurès, de tout ce qui a fait le combat ouvrier en France, qui abandonne des idées aussi simples que la régulation de l'immigration quand elle profite au capital, ou justement les questions de sécurité qu'a soulevé également récemment François Ruffin. Voilà la raison pour laquelle j'ai quitté la France insoumise, et je ne me suis pas trompé, puisque c'est ce qu'elle est devenue. Alors il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Ça leur réussit très bien électoralement, encore une fois. Je pense que c'est la continuation de l'effondrement de la gauche, ce qui se passe avec la NUPES, pour la raison que je vous ai indiquée, c'est qu'on a 52% d'abstention, et en gros, ils font 26%. Donc ça veut dire qu'il y a 13% de ceux qui sont en mesure de voter qui votent à gauche. C'est un résultat historiquement bas, jamais enregistré, et avec en particulier une abstention et ça rejoint la citation sur laquelle vous m'avez demandé de réagir, de François Ruffin, avec des abstentions encore plus fortes, allant parfois jusqu'à 75-80% à certains endroits, dans les milieux ouvriers, très populaires, petits employés, de la France périphérique, qui historiquement avaient voté à gauche, que ce soit PS ou PCF. Donc visiblement, cette gauche-là n'est pas en reconquête de ce qui a été son véritable électorat. Pourquoi les thèmes comme la sécurité, l'immigration, l'islamisme aussi, sont-ils des tabous à gauche ? Parce que ce sont des tabous... Et c'est à cause du Parti socialiste. Le Parti socialiste s'est transformé de l'intérieur, je vous le disais, plutôt que de transformer l'Union européenne. Ça a été le grand choix et la grande trahison de François Mitterrand en 1983. Ça a été de construire une Europe, parce que, comme l'a très bien dit Jean-Pierre Chevènement ou Aquilino Morel dans leurs ouvrages, la valeur absolue et cardinale de François Mitterrand comme de Jacques Delors, c'était le fédéralisme européen. Construisons l'Europe, quel qu'en soit le prix. Et quel qu'en soit le prix c'est le socialisme. C'est le cœur de ce qu'était le Parti socialiste. Puisque qu'est-ce que c'est de gauche quand on est de gauche, a priori, c'est pour améliorer le sort des petits, pour faire simple. Mieux répartir la richesse produite, avoir un meilleur accès à l'école, que l'école soit un ascenseur social, avoir accès aux soins, et puis avoir une retraite, et puis quand on travaille, travailler dignement. Voilà. Avoir un peu accès aux vacances, un peu à la culture. Quand on est de gauche, on s'occupe de ça. Mais l'Union européenne qui a été construite est une Europe néolibérale, qui sert les intérêts des institutions financières, des banques spécifiquement, et qui a pour objectif de casser les États-nations et toutes les régulations, et toutes les lois, et tous les acquis de 202 siècles de lutte. La conséquence, c'est qu'il a fallu abandonner le cœur de ce qu'aurait dû faire le Parti socialiste, c'est-à-dire défendre les petits. Parce qu'ils ont mis en place, peut-être beaucoup plus que la droite, je pense, de politique néolibérale.
Ce peuple-là s'est senti trahi. C'est pour ça qu'il a petit à petit, d'élection en élection, le tournant, c'était les municipales sous Jospin, en 2001. Ça a été le flip. C'est-à-dire que c'est là qu'il y avait, pour la première fois, il n'y a pas une majorité de catégories populaires qui votaient pour les partis de gauche. Et ça n'a fait que s'aggraver. Et il a bien fallu être de gauche, quand même, puisqu'on avait abandonné ce travail-là à gauche. Eh bien, ça s'est fait sur les questions sociétales. Et vous remarquerez qu'à droite, c'est la même chose. Dans la dernière européenne, qu'est-ce qu'on nous a sorti comme candidat de la droite ? Bellamy. Parce que sur les questions économiques, à part dire, en gros, il fait très bien le job, monsieur Emmanuel Macron, il va bien falloir trouver quelque chose sur lequel se démarquer. Il n'y a pas dire, juste, il fait très bien le travail, mais de toute façon, il y a monsieur Philippe qui est Premier ministre, et puis il y a Darmanin qui est ministre du Budget, et puis il y a Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie. Je cite ces trois-là parce qu'ils sont tous les trois ex-LR. Donc vous êtes obligé de trouver quelque chose qui démarque. On a trouvé quelqu'un de sympathique, intelligent, un philosophe de droite, mais conservateur, qui va parler d'avortement et de ce genre de sujet. Mais c'est totalement sociétal. Et on a le même problème donc on a le même problème à gauche. Et donc là, il a fallu réorienter la gauche sur des combats qui ne soient pas de droite, mais qui sentent la gauche. Donc ça a été, même si c'est légitime, les luttes pour les droits de tel ou tel groupe social, par exemple les LGBT. Et comme le prolétariat a été abandonné, ça c'est Jean-Claude Michéa qui le décrit très bien, eh bien c'est de trouver une nouvelle catégorie sociologique de l'exploité. D'opprimé. L'opprimé. Le prolétaire. L'immigré, quel qu'il soit. Et c'est ce qui a entraîné là où on en est, plus cet autre phénomène qui touche particulièrement les jeunes intellectuels qui sont censés guider la classe ouvrière, qui sont formés dans les élites bourgeoises, et je pense spécifiquement à ceux de Sciences Po. Il y a la transformation à la fin des années 90 vers une orientation beaucoup plus forte, je vous le disais tout à l'heure, vers les théories politiques venant de la gauche démocrate des États-Unis. Et comme c'est un pays communautariste, les États-Unis, fort logiquement, eh bien, ils parlent de questions communautaristes. Et ils abordent la politique sous l'angle communautariste. Communautarisme d'orientation sexuelle, communautarisme ethnique, communautarisme religieux. Et la logique, c'est de défendre des droits, des bouts de droits pour des groupes sociaux, pour qu'ils puissent vivre en harmonie. Mais tout ça a fait sens aux États-Unis, puisque c'est un pays anglo-saxon communautariste. Donc il n'y a aucun problème. Mais ça ne fait plus sens en France, puisque nous sommes un pays universaliste et assimilationniste dans notre histoire, avec toute l'immigration qui est venue. Voilà. Et comme il y a cette focalisation sur ces questions-là, eh bien voilà, la gauche, cette gauche-là a évolué là-dessus. Et c'est pour ça qu'on peut trouver à gauche des gens qui sont en fait de droite économiquement, qui défendent des positions néolibérales. Et même des fois, sur les questions migratoires, on a de facto, sans jamais s'être rencontrés, des accords entre des gens qui se situent eux-mêmes à l'extrême gauche, des accords avec Eurobusiness, c'est-à-dire le MEDEF européen, qui sont, comme ils l'ont toujours été, pour les mouvements de population, qu'ils soient forcés avec l'esclavage ou dans le cadre du salariat, pour toujours ramener le travail, le coût du travail à la baisse. Donc le patronat, je parle du grand patronat, je ne parle pas des petits patrons qui n'ont rien à voir dans cette histoire, je parle du très grand patronat, les grands capitalistes, les très grands financiers ont intérêt à avoir une migration qui réduit le coût du travail. Et quand on est à gauche et qu'on se retrouve d'accord sur des thèses défendues par le grand patronat européen, c'est qu'on a loupé une porte. Donc on est passé de la lutte des classes à la lutte des races. Oui, ça peut être une formulation, ça, c'est ce qu'avait sorti Valls, mais bon, Valls on est bien coupable aussi, parce que lui, c'est un drôle de lapin. Il est quand même, il est très républicain, universaliste, français, tout ça, félicitations, mais en même temps, ça a été sûrement l'un des plus grands destructeurs de la gauche par la mise en place de politiques néolibérales qui sont en complète contradiction avec l'universalisme qu'il défend par ailleurs. Je ne parle même pas de la relation géostratégique qu'il assume avec l'Arabie Saoudite. Donc juste... Ah oui, c'est un petit problème quand on lutte contre le terrorisme et l'islamisation de certains quartiers. Bon. Justement, votre gauche n'est-elle pas actuellement minoritaire ?
et les minoritaires politiquement. Encore une fois, il y a quasiment une victoire. Vraiment, Mélenchon, c'est un tacticien, il est très très fort dans le contexte où il est. Il a fait un rebond, c'est pas du tout gagné il y a 3 mois. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même ou c'est son entourage proche? Non, mais le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Vous savez très bien que si Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, ça ne ferait pas ce score-là. De la même manière que, non seulement en raison de la bouteille, de la connaissance des gens qu'il a à gauche, mais aussi d'un vrai sens tactique. Tout le monde n'a pas un sens tactique comme lui. Il a un vrai sens tactique. C'est sa victoire. C'est à saluer. Et puis, je crois que personne ne lui reproche ça. Donc oui, c'est une victoire. Il y a une victoire de cette gauche-là, et la gauche que moi je défends, entre autres, eh bien, elle est pour le moment minoritaire. Mais je pense qu'elle est majoritaire dans le pays, et ce n'est pas le programme défendu par une NUPES qui peut triompher. Encore une fois, ça devrait inquiéter quand on est à gauche, qu'après 5 ans de macronisme, les gilets jaunes, les matraquages de la population, les privations de liberté, les atteintes au code du travail, à l'assurance chômage, la menace sur la retraite qui n'a été bloquée que parce qu'il y a eu la Covid, le sabordement de la souveraineté, le sabordement de la démocratie, que tout ça, ça produise moins 300 000 voix au bout de 5 ans. Parce que la gauche fait, à ces élections, 300 000 voix de moins. Alors que le Rassemblement national, lui, qui n'aura pas une victoire législative, même s'il aura sûrement un groupe à l'Assemblée nationale, fait plus 1,2 million de voix. Je serai à gauche, je pourrais être content et sabrer le champagne dimanche parce que j'aurai plein de députés, mais je serai très très inquiet. Et je pense, connaissant un peu le personnage, certains se sont demandé pourquoi Jean-Luc Mélenchon semblait tellement déprimé et un peu atone lors de son allocution le soir du premier tour des législatives. Bon, lui aussi, il vient de la gauche républicaine à un moment donné. Il a incarné en 2017. Oui, à l'origine, c'est un bouffeur de curé. Oui, et lui, il voit ça. Il voit les grands mouvements et il voit que, tactiquement, électoralement, c'est un succès, mais sur le temps long, c'est pas la bonne pente. Qui défend aujourd'hui, justement, la France périphérique ? Ce petit peuple. La France périphérique est défendue par différentes personnes. Alors bon, d'abord, je vais parler de nous, donc la République souveraine. Nous, ça fait partie de ceux qu'on veut défendre. Vous avez d'autres gens à gauche, comme François Ruffin, qui en a une incarnation dans le Vimeux, dans ce qu'il a été avant, avec comme journaliste, avec Fakir, puis comme député. Il défend cette France périphérique. Vous avez évidemment des intellectuels comme Christophe Guilluy, des Jean-Claude Michéa ou Michel Onfray, qui, avec sa revue Front Populaire à laquelle je participe, parle de ce monde-là. Lui-même, d'ailleurs, avait organisé depuis très longtemps les universités populaires, qu'il avait mis à Caen. Enfin, il vit toujours dans un petit village à côté de Caen, et ça avait beaucoup été apprécié, ce côté France périphérique. Et puis, il y a le Rassemblement national, dont on voit la carte électorale. Je le déplore, parce que ça n'a pu se faire que sur l'abandon de la gauche de ces territoires et de ce peuple-là. Mais de facto, alors je ne sais pas s'ils les défendent réellement si jamais ils arrivent au pouvoir, parce que une grande partie de leur programme économique ne me semble pas tellement aller aider cette population-là. Mais en tout cas, elle se sent représentée et défendue par le Rassemblement national. Oui, justement, elle se présentait comme la candidate du pouvoir d'achat. Pendant la présidentielle, mais je vous rappelle qu'elle a fait un changement, elle aussi. Ce qui la rend assez instable, en vrai, si on est honnête. En 2017, c'était une campagne très sociale et très anti-UE. Et souverainiste, oui. Et souverainiste. Et puis juste après, il y a eu l'intégration de Mariani, la sortie de Philippot. Et là, elle a viré, pendant quand même 4 ans, sur une ligne qui lui donnait l'opportunité, si jamais elle était élue présidente, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale en passant des accords avec la droite libérale.
Ce n'est que dans la campagne présidentielle finale qu'elle parle les 6, 7, 8 derniers mois, qu'elle ne parle que de pouvoir d'achat, elle a parfaitement raison, et que, comme les journalistes ont souvent peu de mémoire, c'est social. Comme c'était en 2017, mais entre-temps, elle a changé, puis c'est quand même un parti qui change régulièrement, qui tourne à 180 degrés sur sa ligne, je parle sur les questions économiques. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si, in fine, elle aurait défendu ce peuple-là de France. Vous avez évoqué François Ruffin. Je voulais revenir sur un long texte. C'est vous qui avez évoqué François Ruffin. C'est vrai, mais après vous en avez reparlé. Je voulais revenir sur un long texte sur l'insécurité du quotidien qu'a partagé François Ruffin sur les réseaux sociaux et dont vous êtes fait l'écho dans le Figaro. Rappelez-nous ce texte qui était poignant, en fait, souvent, à mon avis. Mais... C'est un texte... Et qui retrouvait aussi un écho particulier après les incidents du Stade de France. C'est un texte lucide. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un récit. Moi, j'ai toujours trouvé que les romans formaient plus la jeunesse que les livres théoriques. Alors, évidemment, il faut lire les livres théoriques, mais c'est l'expérience et le vécu qu'on arrive à transmettre qui foudroie. Il aurait pu parler de l'insécurité de manière un peu théorique, ça aurait moins de portée que de parler de cette dame qu'il rencontre en tant que candidat à sa propre élection dans sa circonscription, et qui est une brave dame, qui a fait de mal à personne et qui veut de mal à personne, mais qui décrit la difficulté de vivre à cause de l'insécurité pour quelqu'un issu des catégories populaires. Ça a son effet. Et parfois, un récit d'une personne, un exemple, suffit parce qu'on sait très bien, et c'est là la force quasiment d'un romancier, qu'a ce témoignage qu'a amené François Ruffin, que c'est un témoignage, mais qui fait écho à... il y aurait des centaines de milliers qui auraient pu faire la même chose. La force, c'est qu'à gauche, il met la lumière sur quelque chose qu'on ne veut pas voir, ou qu'on veut contourner, ou pas aborder de cette manière-là. Et on crée une fausse confrontation entre sécurité et droits de l'homme, comme si la police ou la sécurité s'était opposée aux droits de l'homme. Je rappelle que la sécurité, comme la sûreté, je ne suis pas sûr que tout le monde fasse la différence, mais la sécurité fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est un des premiers droits. Ce qui est intéressant dans ce texte de Ruffin, c'est que, comme d'autres avant, mais là, ça a une saveur particulière, puisqu'il est en tout cas compagnon de la FI, et que c'est au moment des élections législatives, c'est de dire que l'insécurité touche les catégories populaires, ne touche pas les riches. Et c'est un renversement terrible, c'est une lumière terrible pour cette gauche contemporaine qui aujourd'hui gagne. La réalité, c'est que quand vous êtes riche, néolibéral, vous n'avez pas de problème de sécurité, ni d'éducation, ni d'accès aux soins. La destruction des services publics qui font que l'école est sabordée, c'est pas grave. Payez des précepteurs, vous allez dans des écoles privées, vous les envoyez à l'étranger. Vous vous en foutez que l'école républicaine s'effondre. Au contraire, c'est une garantie que les autres ont du mal à rattraper vos rejetons. Si vous avez besoin de vous soigner, l'hôpital américain, vous êtes immédiatement accueilli, vous ne ferez pas 8 heures de queue aux urgences. Pareil pour la sécurité. C'est les gated communities aux États-Unis, vous payez des gardes du corps, ou vous vivez dans un environnement tellement sécurisé qu'il n'y aura jamais de problème, ou ça sera très très rare. Les problèmes d'insécurité du quotidien, les dégradations, tout ce qui est les incivilités que ne supportent pas les Français, touchent les catégories populaires. Et bien évidemment, y compris les catégories populaires d'origine immigrée. Parce que, contrairement à ce que pensent certains, tous les immigrés ne sont pas des salopards qui sabordent la France. La plus grande partie tente de s'intégrer, de s'assimiler, de travailler. Ils ont entre autres comme boulet dans l'existence ceux qui ne le font pas et qui les gênent eux en premier lieu. C'est comme la concurrence faite par l'immigration dans un contexte de crise économique touche d'abord les catégories populaires, y compris les catégories populaires récemment immigrés, puisqu'ils ne vont pas concurrencer le gars qui est dans le 16e arrondissement. Il y a peu de chance. Voilà. Et donc, ce témoignage est important pour ça. Il ramène, il essaye de ramener, et Ruffin l'a fait sur beaucoup de sujets, et on doit lui en être gré, à gauche, des sujets qui
qui devrait être de gauche. La sécurité, n'a pas de je ne vois pas pourquoi ça serait un sujet de droite. C'est absurde, la sécurité devrait faire partie des sujets neutres. Après, on peut avoir une modulation sur comment assurer la sécurité dans notre pays. C'est vrai qu'à droite, pour caricaturer, on va avoir une tendance à sortir la matraque, on va À l'ordre. À l'ordre, les juges, c'est que des gauchistes du syndicat de la magistrature, ils foutent rien, ils veulent laisser détruire la France, il faut plus de prisons, bon, point. À gauche, ça va être, oh là là, surtout pas, il faut plus de République, il faut amener de l'école, il faut amener des éducateurs, il faut des gens qui expliquent, et puis être sympa, et comprendre, Il faut donner plus d'argent. et s'excuser pour la colonisation, et tout ça. Bon, mais les deux ça ne marche pas. En fait, c'est une jambe, c'est un truc d'unijambiste, on tombe par terre. Il est bien évident qu'il y a une partie de la criminalité, en particulier 5% de récidivistes, qui rendent la vie insupportable à des gens comme cette pauvre dame dont parle François Ruffin, qui doivent être beaucoup plus sanctionnés qu'ils ne le sont, y compris quand ils sont mineurs. Et il est bien évidemment vrai que dans des quartiers où l'école ne fonctionne plus très bien et où il n'y a plus de représentation de la République, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Donc il faut les deux. Et en plus, tout ça devrait être chapeauté par il faut du travail. Il faut qu'on réindustrialise le pays. L'intégration, ça a toujours beaucoup passé par le travail, sur le lieu de travail, par les syndicats. Et que donc, on ne peut pas avoir une réponse maniaque de gauche ou de droite sur cette question. Et Ruffin est intéressant parce que lui, comme il est de gauche, il dit qu'il faut dans les quartiers, il faut des éducateurs, il faut améliorer l'école, mais il le présente aussi d'une autre manière qui, je pense, est intéressante pour réveiller un peu les consciences de la classe politique de gauche sur la question de sécurité. Est-ce que c'est un déni du réel de la part de la gauche ? C'est un déni du réel. Et puis, c'est un déni du réel qui va à l'encontre du narratif que fait une partie de la gauche pour justifier ses positions. Donc, vous le disiez, en 2019, vous avez fondé un parti, République Souveraine, mais vous avez donc échoué en 2022 à vous présenter à la présidentielle et aussi aux législatives. Est-ce que vous êtes découragé, finalement ? Non, c'est le début. Les débuts sont toujours difficiles. Et demain dure longtemps. Donc, je ne suis pas extrêmement connu. Nous avons à peine 3 ans d'existence, dont 2 ans sous Covid, ce qui a été compliqué pour toutes les formations politiques, mais en particulier les petites comme nous. On n'a pas de moyens, on n'a pas de réseau médiatique, on n'a aucun millionnaire qui nous soutient, milliardaire. Sans s'endetter, contrairement à d'autres, on a réussi malgré tout à faire toute une partie de la campagne présidentielle. On est allé plus loin que M. Montebourg. On a réussi à avoir 50 signatures. On s'est rendu compte que les réformes François Hollande, on n'avait pas bien anticipé la collecte des parrainages et ça aurait pu se passer autrement. Je pense qu'on aurait pu arriver, si on ne s'était pas fait avoir sur le fait que tout doit être collecté le dernier mois et que les règles ont changé, que c'est les maires qui les ont, enfin on va pas rentrer dans les détails, c'est pas très intéressant, on aurait pu en faire 200. Mais rien que les 50, toutes celles qui ont été invalidées, c'est pas mal. On y a participé. Et là, on a fait des législatives. Vous avez bien vu, là, ce sont des législatives, encore une fois, où le peuple ne va pas voter. On est dans une illégitimité totale. Dimanche, ça se trouve, malheureusement, les macronistes vont gagner d'une courte tête et ils vont aller place de la Concorde, et on a gagné. On a gagné quoi ? On va avoir la continuation de la destruction de la souveraineté de la France et de l'héritage du Conseil national de la résistance par un président qui aura un socle électoral de 13,5%. C'est zéro. C'est légitimité nulle. Dans un contexte de crise sociale, ça nous amenait à des conflits civils très très graves. Je disais en face pour la gauche, elle fait que 13% aussi du corps électoral, mais c'est un vote d'étiquette. Pour le peu qui sont allés se déplacer, d'électeurs, c'est un vote d'étiquette. Donc vous auriez pu mettre un âne ou une chèvre avec Mélenchon, Marine Le Pen ou Macron à côté, ils faisaient le même score. Donc nous, on n'est pas dans les 3 blocs rouleau compresseur du moment. Donc évidemment, les scores vont être petits, mais l'objectif n'était pas d'aller au second tour, d'avoir évidemment pas des élus, ni même de faire des scores mirobolants. C'est absolument impossible. Je crois que personne ne nous prête ça comme objectif. Non, l'objectif, c'était d'y arriver.
avec peu de moyens, sans s'endetter, de mettre plus de 50 candidats dans plus de 30 départements, que tous ces candidats aient une expérience de l'engagement, militent, puissent par la suite développer notre mouvement localement, qu'ils aient une couverture médiatique. Alors certes petite, tout le monde s'en fout, mais quand même non. On a plusieurs dizaines de candidats qui ont fait la PQR, qui ont fait des feuilles de chou locales, qui ont fait des petites émissions télé, des France 3 régionales, des fanzines et des web télé locales. C'est ce qui permet de se faire connaître. Et on a surtout, ce dont on est content, cette logique d'union qu'on veut développer, pousser entre autres pour aller en bloc politique, en bloc idéologique aux élections européennes. Et là, je pense que si on arrive avec d'autres formations de gauche comme de droite, souverainistes, mais dans un esprit Conseil national de la résistance, je pense qu'on peut réussir à faire un quatrième bloc, qui sera un bloc souverainiste social. Justement, il est difficile de vous cerner sur l'échiquier politique. Vous revendiquez de la gauche républicaine, vous revendiquez aussi du souverainisme. Où vous situez finalement? Oui, mais oui, c'est marrant, c'est drôle ce que vous dites. Parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est que dans ces élections législatives, c'est que nombre de nos candidats se sont vus attribuer. Vous savez, vous avez un nuancier et vous devez choisir. En fait, vous ne choisissez rien parce que c'est la préfecture qui choisit sur directive du ministre de l'Intérieur. Justement, la NUPES avait eu des problèmes là-dessus. Voilà. Et pour nous, c'était encore pire. Le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a dit que tous ceux qui parlent de souverainisme, vous les mettez dans droite souverainiste. Donc vous avez été classé de droite souverainiste? Non, nous on a fait tout. On a des candidats qui sont extrême gauche jusqu'à droite souverainiste, en passant par divers gauche et divers droite. C'est génial. Bon, effectivement, c'est beaucoup dû à la directive de M. Darmanin et à l'idée absurde que le souverainisme ou les questions de souveraineté seraient de droite. C'est comme les questions de sécurité. Si vous parlez de imaginez, voilà, je vous tiens un discours sur la sécurité. La réaction immédiate de packaging mental, ça sera « il est de droite ». Si je vous parle d'hôpital et qu'il faut bien soigner, ça sera immédiatement « il est de gauche ». On est chez les dingues. Tout le monde peut être bien soigné et la sécurité concerne tout le monde, comme la souveraineté. Donc, nous, on pose un recours au Conseil d'État également, pour la suite des événements, pas pour ces élections législatives, mais pour que soit enregistrée la nuance souverainisme social, qui a une histoire, non seulement une histoire, mais est inscrite dans la Constitution. Donc c'est pas nous qui sommes bizarres, c'est que la politique est complètement dévoyée. Le premier titre dans notre Constitution, c'est « de la souveraineté ». Donc dans l'argumentaire qu'on va opposer à M. Darmanin, c'est qu'on va dire, mais vous considérez que la question de souveraineté ne sont que de droite? Mais c'est quoi ce délire? La Constitution n'est pas de droite. De la souveraineté. Premier titre de la Constitution. La souveraineté populaire. La souveraineté, le terme vient avec la souveraineté populaire. C'est la Révolution française. C'est la démocratie, en fait, la souveraineté populaire. Article 3, dans le titre 1 de la souveraineté, la souveraineté de la nation procède du peuple qui se détermine par voie référendaire ou par l'élection de ses représentants. Bon, c'est la ligne où on défend. Par ailleurs, alors, ce n'était pas un parti politique, mais c'est le Conseil national de la résistance. Cette organisation qui a unifié la résistance en France, qui a fait le programme des Jours heureux. Dedans, vous aviez quoi? Vous avez un gros bloc gauche avec le PCF, avec la CGT, vous avez la CFDT, mais vous avez aussi évidemment les gaullistes, puisque son premier président était Jean Moulin, envoyé par De Gaulle. Et puis ça allait jusqu'à la droite catholique, on pourrait dire les zémoristes aujourd'hui, la droite catholique et les royalistes dedans. Tout ça, c'était unifié pour, défendre la souveraineté de la France occupée par l'Allemagne nazie, et deux, faire un programme qui s'appelait les Jours heureux, qui serait considéré aujourd'hui comme ultra-gauche. Alors, c'est là que c'est Ambroise Croizat, qui a le syndicaliste communiste et cégétiste, qui après sera ministre, qui mettra en place ce programme sur la retraite par répartition, la sécurité sociale, entre autres choses. Ce que veut casser Macron. Mais c'est ça, ce qu'on est nous. Voilà. Et donc,
de la même manière qu'à une époque, avec Jean-Luc Mélenchon, on a mené un combat avec des gens qui disaient à Jean-Luc Mélenchon « Ouh là là, pas de Marseillaise !» Voilà, pas de drapeau bleu, blanc, rouge. Tout ça, c'est ultra fasciste. Ça renvoie aux heures sombres de la France et au colonialisme. Et on dit merde, non. Ce sont les symboles de la République, c'est la Révolution française, c'est la nation, c'est le chant de l'armée du Rhin. Ce sont nos symboles nationaux. On a fait des révolutions avec. La Commune de Paris, l'international était chanté sur la Marseillaise. Elle a fait le tour du monde. Quand les SS rentrent dans le ghetto de Varsovie, ils sont entre autres reçus par les derniers carrés de combattants juifs, les jeunes juifs du ghetto de Varsovie, avec la Marseillaise. Quand on est à Shanghai en 1927, le PC se fait crabouiller dans Shanghai et il chante la Marseillaise en chinois. Non, c'est un chant qui n'est pas de droite extrême, c'est stupide. C'est le chant de la France. C'est un des rares chants qui a ce rayonnement. Moi, je ne connais pas beaucoup de chants d'hymnes nationaux qui servent à faire la révolution, y compris parfois contre la France quand il y avait lutte, les guerres coloniales, de décolonisation. Donc non, on se bat pour que la souveraineté soit prise en compte. Et on considère que la souveraineté réellement ne peut être que sociale. D'où la faiblesse grave d'un Éric Zemmour. Parce qu'il parle de souveraineté, mais en ayant un programme, de la même manière que Manuel Valls, à sa manière, mais un programme économiquement totalement néolibéral. C'est antinomique. Et je pense que profondément, ça fait partie de l'échec d'Éric Zemmour. On ne peut pas être souverainiste si en fait on n'est pas social. Parce que la souveraineté, c'est le peuple. Et le peuple, eh bien, il doit être préservé, protégé, entre autres, par une politique sociale qu'a mise en place, je répète encore, un général de Gaulle qui, ne me semble pas, était bolchevique, le couteau entre les dents. Donc c'est quoi être souverainiste aujourd'hui? C'est être pour le Frexit? Non, être souverainiste, c'est décider pour soi. Ça commence pour vous. Votre souveraineté, c'est que vous décidez de votre vie. C'est la liberté. En fait, la souveraineté rejoint peut-être la valeur cardinale et principale de l'Occident, qui est la liberté de choix. Il n'y a pas à être contraint. Ça va pour une personne, ça va pour un groupe social, et ça va bien évidemment pour une nation. Bon, eh ben c'est ça la souveraineté. C'est être en mesure de choisir notre destin, quel qu'il soit. Ça dépend des urnes et de la volonté du peuple, et pas qu'il soit choisi par des gens non élus, dans une sorte de forme de dictature molle technocratique, à Bruxelles, ou par des tribunaux d'arbitrage mis en place par les traités de libre-échange. Donc c'est ça la souveraineté. Le Frexit, c'est un moyen de reconquérir la souveraineté. Ce n'est pas la souveraineté, c'est un moyen de la reconquérir au niveau politique. Voilà. Nous, on n'est pas spécifiquement pour le Frexit, enfin, pas seulement. Le Frexit, je rappelle que c'est ce que défend M. François Asselineau. Il a défendu très bien, en l'argumentant. C'est ce qu'ont fait les Britanniques, ça s'appelle le Brexit. Et c'est déjà respecter le traité de Lisbonne qu'a rejeté la France, parce que c'est l'article 50, le Frexit, qui permet de sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de Lisbonne, encore une fois, qui est la copie conforme du traité constitutionnel européen, que légitimement le peuple de France a déjà rejeté. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait se contenter du Frexit. On ne va pas à la guerre avec un seul plan de bataille, et surtout en disant ce qu'on va faire aux adversaires. Il faut y aller avec différentes options. C'est pour ça que c'est intéressant le concept de plan A, plan B. Plan C, plan D, le peu que j'ai appris à l'école d'état-major, c'est que si vous partez à la guerre avec un seul plan, vous êtes sûr d'être mort. Parce qu'un seul plan, c'est le mauvais plan. Parce que ça se passe jamais comme prévu. Et le Brexit devrait... Normalement, ceux qui ont suivi bien le Brexit, c'est un vote en 2016 et c'est réglé en 2021. Et encore, c'est pas réglé du tout. Alors que la Grande-Bretagne est une île et qu'elle a l'indépendance, elle avait déjà sa souveraineté monétaire. Bon, donc c'est peut-être pas le meilleur moyen. Mais ce qu'il faut faire, c'est reconquérir la capacité d'agir, et quels que soient les moyens que l'on met en œuvre. Et d'ailleurs, plutôt que le Frexit, c'est-à-dire qu'en ayant cette Union européenne qui reste fonctionnelle, moi je suis pour la disparition de cette Union européenne-là. Entièrement. Je suis pour faire une autre Europe. L'Europe voulue par le général de Gaulle, l'Europe des nations et des États-nations, l'Europe des États et des peuples, au service des peuples. Donc ça implique
de casser cette Union européenne-là, la casser elle, et d'avoir des coopérations bilatérales, multilatérales en Europe, comme ça a existé par le passé, renforcées avec certains pays sur certains sujets. Bref, c'est ça la souveraineté. Donc C'est finalement, une reconquérir Europe à la la liberté. carte, quoi. Mais oui, vous pouvez avoir des accords industriels avec, je ne sais pas, l'Italie et l'Espagne, parce que ça fait sens, et un accord géopolitique avec plusieurs autres pays, et puis un grand accord européen sur ce qui touche ce que les Européens aiment dans l'idée d'Europe, c'est la culture, c'est voyager, c'est les échanges scientifiques, les échanges universitaires. Ah, ça, vous pouvez l'imaginer sans problème. D'ailleurs, Erasmus, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous aimez bien dans l'Union européenne, ils mettent Erasmus en premier et très très loin. Bon, Erasmus, ce n'est pas un programme de l'Union européenne et qu'on peut parfaitement faire fonctionner hors cadre de cette Union européenne-là. Je rappelle que vous êtes l'ancien conseiller aux affaires internationales et de défense de Jean-Luc Mélenchon. Mhm. Vous êtes d'origine serbe, vous êtes ancien... Yougoslave. Ah pardon, yougoslave. Non, mais les nations peuvent disparaître. Parce que c'est comme si vous aviez une guerre en France et que vous soyez né, je ne sais pas, vous êtes né où en France, en Bretagne, et puis que vous viviez en Argentine. Dans le sud. Et vous êtes d'Occitanie. Voilà. Vous êtes d'Occitanie, puis un jour il y a la guerre, et puis il y a la séparation entre petits bouts. Et en Argentine, on n'aurait pas dit alors, vous êtes occitan. Et dire, non, je suis français, moi. Parce qu'il y a une nation yougoslave. Il y avait une nation yougoslave, évidemment. Il n'y a pas de, et quand de il y a eu peuple serbe. quand il y a eu un référendum à laquelle il y avait encore une entité politique auquel moi je me sentais rattaché en tant qu'individu, j'ai voté avec une partie des ex-yougoslaves, et pas serbes. Donc vous êtes d'origine yougoslave, Voilà. vous êtes ancien officier de l'armée de terre, vous êtes aussi russophone, et on vous accuse parfois d'être un espion de Poutine. Est-ce que Et c'est anglophone. vrai ? Ah, et anglophone. Donc il m'accuse d'être espion de Poutine. Vous exagérez quand même. Espion de Poutine. Bon, d'abord, je serais un espion complètement nul, parce que ça veut dire que je serais démasqué. Puis j'espionne quoi ? Le programme L'Avenir en commun pour l'envoyer en rapport à Vladimir Poutine, ça n'a aucun sens. Non. Et puis de toute façon, l'espionnage ne fonctionne pas du tout comme ça. Non, c'est un dénigrement non, mais justement, on vous accuse de faire de l'entrisme dans la gauche, enfin d'être assez pro-russe dans vos positions géopolitiques. Mais... Nécessairement, ça peut être vu par certains comme pro-russe quand on dénonce l'OTAN et les États-Unis et que... Enfin, surtout dans le contexte actuel. Non, surtout dans le contexte actuel, mais justement, c'est dans le contexte actuel, c'est quand il y a des tensions qu'il faut trouver des solutions. Mais quand, en 2017, puisque je m'en occupais, entre autres, Mélenchon présente l'idée qu'il défend en 2022, qui était la seule d'ailleurs, encore une fois, là je le salue, position sérieuse dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il faut une conférence de la paix et pour le règlement des questions frontalières en Europe, qui aurait dû se tenir en 1991 quand l'Empire soviétique, l'URSS, s'est effondré, qui n'a pas eu lieu, rappelant qu'à chaque fois qu'il y a eu un effondrement impérial, eh bien, il y a une grande conférence internationale pour remettre les cartes en ordre et éviter au mieux les conflits, ça n'a pas eu lieu. Bon, si ça c'est pro-russe, on a un souci. Si on rappelle que, comme disait Napoléon, la politique c'est aussi regarder des cartes, de rappeler que depuis plus de 2 siècles, la France, quels que soient les régimes en France et quels que soient les régimes en Russie, a de fortes relations géopolitiques, que ce soit ce qu'a voulu au début Napoléon Ier avec Alexandre Ier, qui a été cassé par la coalition nouvelle qu'ont fait les Anglais, encore une fois, les Anglo-Saxons qui se sont mêlés de ça, puis après encore avec Jules Ferry, qui lui a passé les accords avec Alexandre III, où Jules Ferry, je rappelle, un républicain français, Alexandre III, tsar autocrate, Napoléon, régime impérial, Alexandre Ier, tsar autocrate, ou plus tard, De Gaulle avec Brejnev. Ou Staline, ou Brejnev, Khrouchtchev. Et donc, c'est régime soviétique, et je ne crois pas que De Gaulle ait quelque accointance avec le bolchevisme. Pourtant, il y avait un sens à une relation géopolitique forte entre nos deux nations. Il doit y avoir une raison. Par exemple, le fait que
et sur lequel on s'est assis par injonction des États-Unis, encore une fois, comme ça a été le cas en Iran, la France était le premier employeur privé, enfin les 500 entreprises françaises fonctionnant en Russie étaient le premier employeur privé de Russie. On dit toujours la France est nulle, on ne sait pas s'exporter. On était les premiers. Bon, on avait des intérêts, c'est tout. Le gisement d'Yamal, qui est au nord, le grand gisement gazier qui est au nord et qui alimente l'Europe en gaz, c'est Total qui était à l'exploitation. Bon, donc on avait vaguement des intérêts. Mais si dire ces choses-là, c'est être pro-russe, on a un vrai souci. Mais vous remarquerez que même maintenant, on est dans une situation tellement absurde que quand on dit juste émettre l'hypothèse, qui devrait être une hypothèse de travail sérieuse, on fait quoi si les Russes gagnent sur le terrain militairement et si ils gagnent économiquement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effondrement financier de la Russie et qu'elle en profite pour accroître sa souveraineté dans sur la haute technologie, comme elle l'a fait avec l'agriculture après 2014. Rien que poser ces questions qui devraient être discutées normalement si on est pro-russe, et c'est le cas, on est qualifié immédiatement comme ça, c'est un gros souci. Mais je vous rassure, je ne suis pas espion russe et je ne suis pas financé par le Kremlin, contrairement à d'autres, et qui a l'air de bien financer quand ils financent les gens. C'est-à-dire ils ont l'air de bien payer, les Russes. Ils sont pas... C'est comme les Saoudiens et les Qataris, quand ils veulent... de qui parlez-vous moi, je vous conseille d'aller écouter trouver sur Internet une des dernières émissions de Daniel Mermet, dans l'émission Là-bas si j'y suis de France Inter, qui a été supprimée. C'était en 2 épisodes. Ils avaient laissé traîner leur micro à la fête de départ du précédent ambassadeur du Qatar. Je vous laisse découvrir ceux que ça intéresse. Vous allez voir le beau monde et de gauche et de droite qui était comme lui de Funès. Monseigneur. Reparlons de la Russie. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a des journalistes quand même qui peuvent, ou des gens qui peuvent accuser les autres d'être pro-russes, c'est-à-dire même stipendiés par la Russie, et qui, une montagne là comme ça vous avez sûrement remarqué, monsieur, alors que je peux apprécier plein de choses dans ce qu'a pu faire par exemple monsieur de Villepin, ou M. Sarkozy, ou M. François Hollande, ils tournent quand même beaucoup à Doha, et dans les pays du Golfe et en Arabie Saoudite. Ils font des conférences, tout ça, c'est bien payé. Bon. Là, il n'y a pas de problème. Reparlons de la Russie et de l'Ukraine. Okay. Comment analysez-vous donc l'évolution de la guerre Comment analysez-vous l'évolution de la guerre depuis plus de 4 mois? La question est de quelle guerre on parle. Est-ce qu'on a un focus très, très petite focale sur la guerre en Ukraine, ou la grande focale sur l'affrontement géostratégique? On va commencer par la petite et on va parler aussi de la petite, elle est liée à l'autre, en fait. Elle n'en est pas indépendante. Elle en est peut-être même un phénomène secondaire. Du grand affrontement sino-américain. Pour vous, c'est un affrontement sino-américain? Non. Il y a un affrontement sino-américain, la Chine voulant conquérir l'hégémonie qu'ont les États-Unis. Les États-Unis veulent conserver l'hégémonie sur la mondialisation, avec leurs alliés qui sont plutôt vassaux dans les autres pays occidentaux, c'est-à-dire l'Europe, le Japon et l'Australie. Vous avez la Chine qui veut devenir, elle, hégémonique à la place des États-Unis, et vous avez la Russie avec les BRICS où il y a la Chine, en tout cas c'est la position officielle de la Chine, mais les Russes sont plus actifs dans cette optique, qui est arriver à un monde multipolaire. Donc avec plusieurs centres de décision et pas un pays hégémonique. Donc, et on le voit dans les non-sanctions et les accords commerciaux signés entre les BRICS, donc les BRICS étant Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, plus nombreux pays qui en particulier d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, qui collaborent plus ou moins avec eux, qu'on a un grand affrontement planétaire pour rompre la domination
l'hégémonie occidentale et en particulier américaine sur la mondialisation telle qu'on l'a connue. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que la mondialisation qu'on a connue est terminée. Et ça va être conflictuel, de multiples manières, entre autres par des conflits géopolitiques, y compris chauds, comme on a en Ukraine actuellement. Je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de rentrer dans le détail de pourquoi est-ce que chacun est entré en guerre les uns avec les autres, mais du point de vue russe, est-ce que c'est la position que j'ai toujours défendue. Les Russes, en 2007, avec le discours de Vladimir Poutine à Munich, où il parle il évoque pour la première fois cette idée de c'est un stop à la progression de l'OTAN à l'Est, et il plaide pour un monde multipolaire. Depuis cette époque, la Russie se prépare à cet affrontement. Qu'elle en soit la seule responsable ou pas, c'est encore un autre sujet. Ça s'est aggravé avec 2014, avec le renversement de Yanukovych en Ukraine, Maïdan, la guerre civile au Donbass en Ukraine, les accords de Minsk non respectés. Et là, on a clairement, c'était déjà le cas pour ceux qui étaient attentifs depuis 2007, mais clairement depuis 2014, une préparation massive de la Russie et de la Chine. Constitution de réserves alimentaires, constitution de réserves d'or, qui je pense sont bien supérieures à celles qui sont annoncées. Celles qui sont officielles sont déjà colossales. Ce qui permet maintenant au rouble de s'adosser. Le rouble est sorti du système financier tel qu'il était avant. Hein. Maintenant, c'est une monnaie qui est adossée à l'or et à un bouquet de matières premières. Politique de réduction des stocks de gaz en Europe par la réduction des livraisons. Développement du secteur agricole. En 2014, la Russie importe la nourriture, ils n'arrivent pas à exporter du blé parce que leurs silos sont nuls, il y a des maladies qui se développent dans les céréales. Maintenant, ils sont exportateurs et premiers au monde. C'est une vraie préparation. Technologique, militaire, travailler sur un web souverain, sur un Swift. Il y a Swift, mais ils ont fait... le réseau MIR. Oui, il y a le réseau MIR, puis ça c'est en Russie, c'est strictement russe, mais qui équipait au début de la guerre plus de 80% des cartes bancaires russes. Mais c'est aussi le système CPIS avec les Chinois, qui lui est international. Bref, on voit bien qu'il y a une préparation. Vous avez une crise alimentaire en cours, qui est antérieure, comme la crise énergétique, qui est antérieure à la guerre en Ukraine. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est antérieur en vrai. Là, on dit que c'est les Russes qui bloquent les ports et tout ça, et que évidemment, ça aggrave considérablement, mais elle est antérieure. Parce que c'est un système de marché absurde, parce que les prix sont fixés par des spéculateurs, parce qu'en fait, on est en chute de production d'hydrocarbures, et que c'est les hydrocarbures qui font les engrais, qu'on a des machines-outils des machines qui ramassent, qui font les moissons, que c'est des machines, des navires qui transportent la nourriture, ce que raconte très bien M. Jancovici. On a une augmentation de la population mondiale. Bref, on a une tension déjà très forte et un début de crise alimentaire qui est aggravé par la guerre en Ukraine. Bon, les premiers producteurs d'engrais sont les Russes, les Biélorusses et les Chinois. Et le lendemain du déclenchement de la guerre, le 24, en tout cas du côté russe, parce que c'est plus compliqué, les autres avaient commencé visiblement le 16 février selon le SCE, mais les Russes envahissent l'Ukraine le 24 février. Le 25 février, ils bloquent toutes les exportations d'engrais, et les Chinois aussi. Déjà, on a des tensions, je ne vous dis pas la récolte dans un an. Et s'il n'y a pas d'engrais, les récoltes dans le monde entier chutent de 50%. Bon. Donc on voit qu'on a un conflit très très fort, et c'est pas pour rien là qu'on voit le président de l'Union africaine aller à Moscou et être très poli avec Vladimir Poutine, parce que l'Afrique est la première exposée, et que maintenant, avec les réserves alimentaires qu'ont constituées les Chinois et les Russes, plus la production massive, l'exportation, ils ont un levier d'action géostratégique colossal pour amener dans le giron des BRICS une grande partie de ces pays-là. Vous voyez bien que c'est en cours en Afrique de l'Ouest, où la France se fait éjecter. C'est en cours dans les mentalités. Les Russes font de l'excellent PSYOPS. Moi, quand j'étais officier PSYOPS, ils appuient sur
sur le passé colonial de la France. Ils ont juste poussé un peu l'accélérateur. C'était déjà là, mais ils provoquent une détestation de la France dans l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, c'est une guerre globale qui est en train de se passer et qui est la mise en cause, encore une fois, de la mondialisation dominée par les États-Unis. Concrètement, c'est aussi une guerre réelle, très dure, une guerre. Alors, on dit qu'il n'y a pas eu de guerre comme ça en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont un peu oublié les guerres en Yougoslavie. Voilà. Mais c'est une ampleur colossale. C'est la Russie, c'est 150 millions d'habitants, contre l'Ukraine, 40 millions. C'est phénoménal. L'Ukraine est plus grande que la France, la Russie est complètement gigantesque. C'est des armées colossales qui s'affrontent. On n'a pas vu ça depuis très longtemps, nulle part sur Terre. Donc c'est des guerres de type 19e siècle, 20e siècle. Et de conquête territoriale, ce qui est aussi complètement nouveau. Donc si on lit, il n'y a rien de secret, hein, il suffit de lire la production des affaires étrangères russes et les discours de Poutine pour savoir depuis longtemps que le projet, depuis 2014, ils ont compris que l'Occident, les États-Unis veulent pousser encore leur influence à l'Est, en particulier en Géorgie et en Ukraine. Il y a déjà eu la guerre en 2008 en Géorgie, c'était niette russe. Ils se sont préparés, ils ont dit, bon, en fait, ça ne sert à rien de négocier, on va envahir. Old school. Et je pense depuis longtemps que l'objectif... Alors, je ne pensais pas qu'ils iraient aussi fort, aussi vite. Mais l'objectif russe est la reconquête territoriale, et non pas une négociation pour je ne sais quoi après. Reconquête territoriale. De l'Ukraine. De la ligne Kiev-Odessa, incluant Kiev-Odessa. Pour eux, le succès géostratégique localement, c'est de reconquérir tout sur une ligne Kiev-Odessa, donc un peu au-delà du Dniepr, un peu à l'ouest du Dniepr, et rejoindre la Transnistrie, et l'intégrer. Et on le voit très bien, c'est ce qu'ils font. Ils sont en train de changer le réseau téléphonique, les antennes radio, les antennes télé, ils distribuent les passeports russes. Il avait déjà fait à Luhansk et à Donetsk. Bon, c'est une guerre de conquête. Je ne sais pas pourquoi on continue à avoir des commentateurs qui évoquent de futures négociations où ils seront échangés des bouts de trucs et que la Russie se retirera. Non. Et c'est bien malheureux pour les Ukrainiens. Parce que là, les Ukrainiens sont en train de prendre cher. Non seulement, évidemment, la population, mais les soldats ukrainiens sont lâchés, en fait, par l'Occident, par les États-Unis qui les a utilisés. Quand je dis lâchés, je pense à Biden, qui a dit récemment « Oh, moi j'avais prévenu Zelensky qu'il allait être attaqué, puis il a dit non. » Il est en train de dire que Zelensky est un crétin qui n'a pas suivi les conseils de l'oncle américain et qu'il aurait dû, et s'il avait suivi, ça aurait été bien. Stoltenberg et le numéro 2 du commandement américain en Europe disent que il faudra faire des concessions territoriales à la Russie. Bon, c'est la petite son de cloche que ça y est, c'est fini et c'est plié. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait croire aux Ukrainiens et à un certain nombre de dirigeants ukrainiens qu'il suffisait qu'ils tiennent, qu'ils prennent un peu cher, mais ça irait parce qu'ils réussiraient une offensive économique, financière contre la Russie qui n'a pas réussi du tout. Il y a une crise économique en Russie qui est embêtante, mais elle sera moins grave que ce que nous, on va subir. Justement, Jacques Sapir prévoyait aucune crise financière. Une récession de moins 7, moins 8%, semble-t-il. Oui, pour la Russie. Pour la Russie. Oui, mais c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Pour ceux qui ont connu la Russie comme moi dans les années 90, les gens sont préparés. Ils ont une récession de 100%. J'exagère, mais c'est un pays annihilé. Il faut se rendre compte pour que les gens se rendent juste imaginent. La ville, la capitale, Moscou, c'était une ville où il y avait plusieurs dizaines de milliers de meutes de chiens-loups qui se baladaient en liberté, jusqu'en 2004-2005. C'était tellement une corruption totale, les chaussées étaient défoncées partout, rien ne marchait. En 98, j'ai cru que j'ai cru que j'allais assister à l'effondrement d'un État. C'était Mad Max, quoi. Ah oui, c'était pas loin. Vous avez des militaires russes qui vous racontent qu'ils étaient au fin fond de la pampa sibérienne, sur des unités on s'en fout, d'unités militaires, et que pendant 2 ans, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent. Quand je dis il n'y a pas d'argent, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, ils ne sont pas payés, c'est sûr, ils ne sont pas payés depuis... Mais il n'y a plus de roubles en circulation. Donc les gens font du troc, inventent des mini-communes, et ils astiquent leurs missiles, et ils n'ont pas d'ordre. Et il me racontait un jour, au bout de 2 ans, il y a le colonel qui est sorti débraillé
en débardeur, avec une moustache comme ça, il dit « Moscou a appelé, Moscou a appelé !» Alors, ils sont souvenus de nous. C'est le désert des Tatars, c'est grave. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Des gars qui sont assis sur des trucs nucléaires et personne ne les appelle pendant 2 ans. Il n'y a plus d'État. Bon, c'était ça. Donc, une récession de 7-8%. Mais ça, c'est économiquement. Mais par contre, financièrement, ils sont nickel. Ça a été totalement... ça a été un échec. Donc, ce qu'on a promis aux Ukrainiens, Vous disiez ou à certains justement- Ukrainiens, aux oligarques ukrainiens et aux dirigeants ukrainiens, n'a pas fonctionné. Vous disiez que l'Ukraine Et donc a là, été mais juste- utilisée par Joe Biden. Oui, là, c'est ce que je dis. Ouais. La promesse n'a pas été tenue par les États-Unis. Donc on dit qu'on envoie des armements et tout ça, mais bon, tout ça est un peu insensé. Il faut que l'armement arrive, il faut qu'il soit utilisé, il faut qu'il soit utilisé en coordination. Enfin, c'est pas des choses... ce qui m'effraie, c'est qu'on a, en particulier à cause des médias et de la manière dont sont abordées toutes ces informations, tout a l'air d'être aussi simple que prendre son téléphone et changer d'application. Et rien ne marche du tout comme ça. Ni les raffineries, ni le transport par méthanier du gaz américain, ni les systèmes d'armes, la coordination entre les systèmes d'armes. Tout est compliqué, les choses ne se font pas. C'est pas un jeu vidéo. Et donc là, maintenant, d'ailleurs ils le disent, Zelensky a dit on perd tant d'hommes par jour, c'est très dur, aidez-nous, envoyez-nous des armes. C'est l'attente d'armes magiques qui vont résoudre rien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de très fortes pertes ukrainiennes, il y a des fortes pertes russes. Ils ont été suffisamment armés et entraînés pour freiner les Russes, mais pas pour gagner. Et comme ils ne sont pas dans l'OTAN et qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires, l'affaire est pliée. Sauf que les États-Unis vont faire traîner tout ça, et peut-être détourner, parce qu'ils sont en train quand même beaucoup de parler de Taïwan, comme l'Ukraine est un échec pour les élections de mi-terme, puisque le problème de Joe Biden, c'est ces foutues élections de mi-terme de novembre, de 2 ans après son élection, et que ça ne va pas économiquement, que les gens, y compris aux États-Unis, malgré les autorisations données de mettre de plus d'éthanol dans l'essence, de sortir les réserves stratégiques, le prix du gallon aux États-Unis commence à provoquer des remous dans les entreprises américaines et chez les particuliers, qu'il y a une inflation qui est à 9%. Là aussi, on va avoir une récession sévère, que les prix augmentent, et que tout ça, voilà, en général, dans les dictatures ou chez les présidents des États-Unis, une guerre avec un peu de succès, c'est bon pour le moral et c'est bon pour les élections. Bon, et ben là, c'est en train de rater en Ukraine, et il y a beaucoup de communication pour faire comme si ce n'était pas raté. Faut-il continuer à envoyer des armes à l'Ukraine, quitte à prolonger le conflit ? La situation a été mise les Ukrainiens ont été mis dans une situation intenable. C'est-à-dire que là, maintenant, tel que c'est, l'envoi d'armes supplémentaires ne fait que prolonger le conflit. Plus de destruction pour les Ukrainiens, il y aura plus de morts, plus de gens qui vont être déplacés. Alors on va finir avec 10-12 millions de déplacés ukrainiens. Parce que dans les territoires que la Russie conquiert, ça va être du mini-Staline. Si vous êtes d'accord pour vivre en Russie, welcome. Mais sinon, vous prenez vos valises, allez en Europe et ils vous attendent. On a déjà un exode massif. Et on va avoir les 7 millions de Russes, d'Ukrainiens qui sont installés en Russie depuis 2020 qui vont revenir. Voilà. Donc ça va être un gros mouvement de population qu'on n'a pas vu pour le coup depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, il n'y a aucun levier de victoire pour l'Ukraine. Aucun. Ils sont en train de perdre leurs meilleures troupes, entre autres à Mariupol, avec des systèmes, avec des stratégies débiles. C'est des stratégies de chaudron. On s'enferme on s'enferme et on attend en espérant que quelque chose se passe ailleurs. Entre autres, l'effondrement économique, je sais pas, renversement de Poutine, que sais-je. Mais c'est pas ça qui se passe. Et à Azovstal, ils sont tombés, avec, alors qu'elle soit composée d'éléments néo-nazis, c'est une chose, mais c'est leur meilleure unité, Azov. Elle est entièrement annihilée. Elles ont d'autres bonnes unités, mais le gros de l'armée ukrainienne qui avait été rassemblée pour reprendre les régions de Luhansk et Donetsk, comme l'a décrété Vladimir Zelensky à Volodymyr Zelensky. Lapsus. Mais c'est le même prénom. C'est ça.
l'accentuation régionale, donc Volodymyr Zelensky, comme il l'avait décrété il y a un an, la reconquête et de la Crimée et d'abord des régions séparatistes de Luhansk et Donetsk, a amassé ses troupes, et donc les meilleures troupes et les troupes les mieux entraînées, y compris par les États-Unis, à l'Est. Là, en ce moment, ce groupe militaire, ce gros de l'armée ukrainienne, est en train d'être défait. Et le fantasme de on va refaire l'Afghanistan, c'est vraiment pas connaître comment fonctionne une guérilla et sur quoi elle repose, ne sera pas. Donc là, on a un écrasement de tout un tas de jeunes Ukrainiens. Encore une fois, comme le dit Stoltenberg, le patron de l'OTAN, et le numéro 2 des forces américaines, dont le nom m'échappe là, en Europe, en gros, ce qu'ils disent, il faudrait se rendre et puis accepter les pertes telles qu'elles sont actuellement. Sauf que il n'y aura jamais de go de Joe Biden, parce que ce sera une nouvelle défaite immédiatement après la catastrophe de l'Afghanistan, après 20 ans. L'image des États-Unis prendrait un oui, sérieux déjà, coup. elle a pris un sérieux coup, puis là, l'OTAN sert à quoi enfin, Donc, je pense que malheureusement, à cause des élections de mi-terme, ça va durer au moins jusqu'en novembre. Et novembre, c'est loin. Là, les unités de chars russes étaient considérablement bloquées parce que c'était ce qu'on appelle la Rasputitsa, c'est-à-dire la boue qui a bloqué toutes les armées de Napoléon jusqu'à Hitler, ou les autres qui viennent dans l'autre sens. Donc on va avoir un très beau, très sec, très chaud été, printemps et été, et ça va être parfait pour les chars. Et comme le gros de l'armée ukrainienne et les meilleures unités vont être écrasées à l'Est, alors plus le temps passe, à un moment donné, on a pu croire que le temps allait contre la Russie. Vous savez, quand le rouble est parti à plus de 170 pour $1, qu'il y avait des tensions un peu du côté des oligarques, visiblement non. Et maintenant, le temps long est pour les Russes. Bon, leur offensive initiale, le coup, tenté de prise de Kiev par les unités aéroportées a échoué. Bon, c'était un coup. Ça a permis de fixer les armées, une partie de l'armée ukrainienne autour de Kiev et d'Odessa. Ils sont retirés, puis maintenant ils font avancée lente et tranquille en Ukraine, avec une politique de conquête, comme je vous ai dit. Et ils ont le temps long sur la question économique, en raison de la crise énergétique qui arrive. Là, on se tire, comme on dit certains, pas une balle dans le pied, mais une balle dans la tête. Et la crise alimentaire, qui elle-même va entraîner une crise migratoire, dont je pense qu'elle fait partie des plans du Kremlin. C'est mon avis. C'est-à-dire une crise migratoire S'il n'y a pas de solution trouvée au transport du blé et des céréales en général, la nourriture venant d'Ukraine ou de Russie, l'un parce que les ports sont bloqués, l'autre parce qu'il y a des sanctions et qu'elle n'a pas le droit d'acheter sous peine d'avoir des sanctions américaines, du blé et des céréales russes, le Maghreb et le Machrek, le Moyen-Orient sont en situation grave. La Turquie, par exemple... Mais ça serait l'Europe qui en prendrait encore avec les conséquences. La Turquie, par exemple, Erdogan, il y a une difficulté en Turquie. Erdogan a fait face à une sorte de coup d'État. Il a une population qui croît de moins en moins... Le succès d'Erdogan reposait sur le succès économique. Il y a de moins en moins de succès économique, puis ça ne va vraiment pas pour le coup. En Turquie, il y a une inflation qui est déjà à 70%. Ça part en vrille. Et ils sont très très dépendants, à 50-55%, pour l'alimentation de la Russie. Dans un contexte de crise sociale déjà en Turquie, Erdogan ne peut pas se permettre des mouvements de révolte de la faim. La révolte de la faim, c'est le truc le pire. Ça renverse les régimes, ça fait la révolution. Vous ne pouvez pas vous permettre. Il s'assiera sur tous les autres accords, c'est mon avis, pour être garanti de recevoir par la Russie. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait acheté des armements russes comme les S-400 et tout un tas d'autres trucs montre bien que s'il y avait une tension avec l'OTAN, il serait prêt à reculer, parce que la question première va être pour beaucoup de gouvernements, donc la Turquie, mais la Jordanie, l'Égypte, c'est une catastrophe, la Libye, l'Algérie, ça va être qu'est-ce que vont manger les gens.
la précédente crise, le printemps arabe, est très fortement liée à une double crise alimentaire et des hydrocarbures. Mais là, elle est pire, la crise alimentaire. Voilà. Sachant qu'il y a une crise générale économique en Turquie, et qu'il y a 3,5 millions de réfugiés qui sont installés en Turquie, plus tous ceux qui vont quitter, juste pour le coup, parce qu'ils auront faim, leur pays, ils ne vont pas aller à Moscou. Ils vont aller plutôt vers l'Europe. Donc là, je pense qu'à Moscou, ils vont être comme ça. Regardez, débrouillez-vous. Et donc là, j'appelle ça la diagonale du fou du Kremlin. C'est un piège dans le piège. Et ils ont le temps pour eux. Bon, novembre, si on se traîne, comme on est là, à faire des claquettes en disant « Ah, on va prendre 7e, 8e, 9e, 12e, 36e pack de mesures. » Oui, déjà la première, je vous rappelle, la première était thermonucléaire. C'était wow, SWIFT, c'est thermonucléaire. Alors, on avait tous les commentateurs qui ne comprennent même pas ce qu'est SWIFT, qui disent oh, « La Russie va être coupée de SWIFT, c'est fini, ils vont être envoyés à l'âge de pierre. » Hein, ils ont pris des bateaux et des oligarques. Bon, super. Résultat des courses, tous ceux qui sont un peu en déliquescence avec la démocratie dans leur pays sont en train de rapatrier tous leurs avoirs d'Occident. Ah oui, ils n'ont pas envie, les Qataris ou les Chinois, d'avoir leur bien saisi parce qu'ils ne respectent pas assez la démocratie dans leur pays. Ah, ça peut en du n'importe quel prince saoudien. Oui, mais dans votre pays, on ne décapite pas les gens et tout ça, on ne jette pas des pierres aux femmes infidèles. Ah ben, on prend votre château dans votre hôtel particulier dans le 16e, désolé, c'est le combat pour la démocratie. Ben, ils n'ont pas du tout envie de vivre ça, donc bon, on va avoir un problème de ce point de vue-là. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que les Russes ont le temps long devant eux. Nous, on l'a beaucoup moins, et ceux qui l'ont pas, c'est les Ukrainiens. Mais rien ne change. Et donc, plutôt que d'avoir ce qu'il faudrait, c'est vraiment, de toute façon, on négocie, et qu'il n'y a pas le choix. J'aimerais bien que ce ne se transforme pas en pro-Kremlin, ce que je dis, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vladimir Poutine, il n'y a pas que lui. Et peut-être il y a beaucoup plus excité que lui derrière, quand il tombera, quand il sera remplacé ou quand il mourra. Et surtout, c'est un pays qui est assis sur 6 000 têtes nucléaires. Il ne peut pas traiter avec la Russie comme on peut traiter avec la Libye ou la Serbie. Ça ne marche pas. De la même manière qu'on ne peut pas traiter quand les Américains décident d'envahir l'Irak, bah, ok. Accept it, parce qu'ils ont 7 militaires nucléaires, et puis basta. Et c'est eux qui décident. Ils ont la force. Et malheureusement, à un moment donné, le droit international s'applique surtout pour les plus faibles. Comme ça. Le droit aussi, en général, souvent, c'est un petit peu comme ça. C'est comme les impôts. Ça s'applique surtout sur les plus faibles. Comme plus vous êtes puissant, moins ça s'applique. En droit international, c'est pareil. Quand vous avez une armée de taille critique, et en particulier l'arme nucléaire, le droit international, ça pose un peu moins à vous. Comment analysez-vous donc le rôle de la diplomatie française? Quel devrait être le positionnement de la France? Le positionnement de la France devrait être celui du général de Gaulle. Je pense que c'était le meilleur positionnement. C'est-à-dire non-alignement. Donc, quand même inscrit dans une logique occidentale, puisque de Gaulle était dans l'OTAN. Mais je pense que si de Gaulle était vivant en 91, il aurait demandé la suppression de l'OTAN, puisque l'ennemi, à savoir le pacte de Varsovie et l'URSS, avait disparu. L'OTAN, ça c'était contre ça. Mais alors que l'URSS existait encore, de Gaulle n'était pas dans le commandement intégré de l'OTAN, dans lequel nous a remis Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Donc le général de Gaulle a donné une indépendance géostratégique à la France, en n'étant pas dans le commandement intégré de l'OTAN, en se dotant du nucléaire, en faisant de la France une nation cadre dans le nucléaire, civil et militaire, en faisant de la France une nation cadre dans l'aérospatial. On est une des rares, une des 4-5 nations cadres dans le spatial. Il a eu le génie politique et géopolitique de son positionnement et de ses combats, et puis tous ceux qui l'ont suivi après l'appel du 18 juin qu'on va commémorer dans quelques jours. Ils ont eu le génie de remettre la France dans le camp des alliés des belligérants contre l'Allemagne nazie. Là, on a fêté les 80 ans, je salue nos anciens combattants. On a fêté les 80 ans de la bataille de Bir Hakeim, qui était le premier engagement des forces françaises libres, commandé par le général Koenig, et
ou à 1 contre 10, c'est un peu nos Thermopyles. Sauf qu'à la fin, ils ont réussi à sortir. C'est pas comme les Thermopyles, ils ne sont pas tous morts sur place. Ils sont évadés à la barbe de Rommel. Bon, c'est les 80 ans de cette grande bataille qui a été la reconnaissance de la France comme entité belligérante et qui a permis la victoire après des Britanniques dès l'Allemagne. Bon, je me perds dans cette histoire. Mais voilà, ça a permis à ce que nous ayons une place au Conseil de sécurité que veut s'aborder l'ami Emmanuel Macron. On avait raison quand on lisait le traité d'Aix-la-Chapelle qu'il a voulu et qu'il a signé avec Angela Merkel. C'est bien pour transférer la puissance géostratégique, une des dernières choses qui nous reste, à l'Allemagne. Donc la position de la France devrait être une position de nation pivot, qui parle à tous, et qui a en propre sa capacité de dissuasion nucléaire et de projection de la seule armée stratégique qui existe en Europe, c'est l'armée française. Justement, Emmanuel Macron s'est vanté, s'est targué d'avoir parlé plus d'une centaine d'heures avec Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Elle a dû bien se marrer, Vladimir Poutine. Pardon, pas depuis le début de la crise. Non. Elle a dû bien rigoler, Vladimir Poutine. Ils ont parlé en tout cas, bon, on va pas le brocarder pour tout, le pauvre Emmanuel Macron. Il a bien fait. Sauf que, et ça a été un peu la nature du communiqué sorti par le Kremlin quelques heures après sa visite, qui est restée célèbre le 7 février avec la grande table, tout ça. Bon. C'est une mise en scène de pouvoir organisée par le Kremlin. Mais en gros, allez, je résume, le communiqué disait c'est sympathique, c'est bien, merci qu'il nous ait visités. Les propositions de la France sont intéressantes, mais nous, on parle à ceux qui décident. Et ceux qui décident, c'est Washington. C'est pas la France. Nous nous sommes vassalisés d'une nation indépendante sur les questions géostratégiques, en rentrant dans le commandement intégré de l'OTAN, en revenant dans le commandement intégré, et en acceptant toutes les réformes industrielles otaniennes de notre défense et la mutualisation demandée par l'OTAN de notre industrie de défense avec l'Union européenne, on perd notre indépendance. Et en plus, on a un président qui ne veut pas que la France décide souverainement et milite depuis le début pour la souveraineté européenne. Bon, le Kremlin a dit c'est très bien, mais nous on discute avec ceux qui décident, les USA. Donc c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait que la France reconquiert sa souveraineté. Et ça serait un acteur, je pense, important, parce qu'on a une nation... on a une nation quand même assez étonnante, qui a rayonné dans le monde, culturellement, mais aussi politiquement, avec la Révolution française et ses conséquences. Puis 1830, puis 1848, Napoléon, enfin, il s'est passé quelque chose plusieurs fois en France qui fait qu'on a eu un rôle international et que je pense qu'on doit avoir. Voilà, je fais partie de ceux qui considèrent que la France est une grande puissance et non pas une puissance moyenne qui parle aux autres nations. Donc il faudrait proposer, comme vous le disiez, une conférence de la paix. Et dans le cadre de l'Ukraine, mais pas que, il y a d'autres conflits qui sont gelés en Europe. Oui, il faudrait une grande conférence sur la paix et la sécurité en Europe, incluant évidemment les Russes. Et plus globalement, il faudrait revenir à la table des négociations au niveau international pour la réduction des armements nucléaires. Parce que les États-Unis sont sortis de tous les accords signés avec l'URSS ou les accords signés à l'effondrement de l'URSS sur le nucléaire, moyenne portée, longue portée. Les Russes derrière sont sortis eux aussi. Et donc on est dans une situation où aujourd'hui, on est retourné dans une course aux armements. Ils ont installé le bouclier antimissile en 2012 en Pologne, en Roumanie, avec les radars en Tchécoslovaquie, ce qui est un des grands griefs des Russes. On est reparti dans une prolifération nucléaire, donc fabrication de nouvelles armes. Donc eux, ils ont fait leur bouclier antimissile. Là, 2022, Poutine fait nous on a Sarmat 2, ce truc va tellement vite que votre radar ne le repérera pas. En gros, c'est ça. Mais c'est le bouclier et l'épée. Dans tous les systèmes de guerre, de défense, vous avez l'épée, là, c'est l'arme nucléaire, dissuasion. Vous trouvez un bouclier. Si le bouclier est plus fort, ça vous rend plus fort. Donc l'autre va trouver une épée plus forte. Bon.
c'est ce qui vient de se passer. Les Américains installent le bouclier antimissile, les Ruskov développent le Sarmat et tout un tas d'autres armes, en particulier, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de l'armement russe, on s'en fout, mais qui surclassent dans certains domaines l'Occident. Alors, les Américains en remettent une couche, alors, il faut qu'on développe absolument notre armement, les Allemands, on va faire 100 milliards. On est reparti, alors qu'on est dans une crise alimentaire qui arrive, en dehors de la guerre, crise énergétique, crise démographique internationale, une crise économique généralisée qui va frapper tout le monde, se relancer, plus la crise climatique, se relancer dans l'armement généralisé et nucléaire, me semble pas, comme ça, au doigt mouillé, la meilleure idée pour l'humanité. Mais c'est vers quoi on est parti. Donc je suis pour que la France, justement, plus indépendante, initie un retour aux tables des négociations internationales pour la réduction des armements nucléaires. Merci beaucoup. Merci à vous, Georges Kuzmanovic. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre site livrenoir.fr avec un abonnement. Vous y trouverez des contenus exclusifs. Encore un grand merci à vous, Georges Kuzmanovic. Merci pour l'invitation. D'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée à tous.